comme je vous disais tout à l'heure, bienvenue à Montréal. Actuellement, la température est à 37 degrés. Le soleil est présent. On se baigne dans le Saint-Laurent, enfin la mairesse, parce que les autres ne sont pas fous. Et je suis très heureux d'être avec vous. Alors, Nathalie m'a demandé de présenter rapidement, puis ensuite d'avoir des interactions. Donc, mon temps est à vous. J'ai prévu donc jusque vers 11 heures, heure d'ici. 16h chez nous. 16h chez nous. Donc, si vous souhaitez avant, si vous en avez assez, vous me le dites. Il n'y a aucun problème. Alors, pour me présenter, donc, brièvement, je m'appelle Fabrice Brunet. Je suis le président-directeur général de 2 centres hospitaliers universitaires de Montréal, que sont le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, ou CHUM, et le CHU Sainte-Justine. Donc ce sont 2 centres hospitaliers universitaires qui travaillent pour le CHU Sainte-Justine de l'origine de la vie, c'est-à-dire la grossesse, la naissance et les 18 premières années pour les patients de l'ensemble du Québec. Bien entendu, quand ils nécessitent des soins tertiaires quaternaires, c'est-à-dire des soins très spécialisés, et le centre de l'hospitalier, centre hospitalier Université de Montréal, qui lui s'adresse plutôt à l'adulte, bien qu'il y ait aussi une maternité et une unité de néonatologie. L'ensemble des deux représente un complexe de 21 000 employés, 750 000 patients et un budget annuel d'opération de 1,380 milliard ou 1,4 milliard de dollars, ce qui équivaut par rapport au coût de la vie d'ici à l'équivalent en euros. Donc globalement, 1,4 milliard et 750 000 patients année, c'est-à-dire un des plus gros centres actuellement, même d'Amérique du Nord. Public, il n'y a aucune activité hospitalière privée au Québec. Ceci étant, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques interventions chirurgicales simples et quelques cliniques de consultation privée, mais le reste, à 98%, public. Et c'est important cette notion parce que vous allez voir que dans le cadre de ce que nous avons réalisé, c'est dans un environnement public, c'est-à-dire syndiqué, avec un corporatisme fort, qui n'est pas obligatoirement quelque chose que on imagine initialement lorsqu'on parle de flexibilisation ou de flexibilité. Alors, première chose, je suis un médecin, ce qui est relativement exceptionnel pour un directeur d'hôpital en France, mais qui ne l'est pas pour un directeur d'hôpital en Amérique du Nord. Je le signale parce que ici, quelle que soit votre formation de base, il y a des directeurs qui sont des infirmiers ou des infirmières, il y a des directeurs qui sont des médecins, il y a des directeurs qui sont des gestionnaires du privé, il y a des directeurs qui sont également des administratifs qui se sont ensuite lancés dans la gestion. Donc moi, je suis un médecin, je suis professeur de l'Université de Paris-Descartes en tant que PUPH et je suis détaché au Canada depuis maintenant une quinzaine d'années pour étudier le système. Je suis professeur de Toronto où j'ai passé 7 ans et professeur de l'Université de Montréal où je suis depuis 10 ans. Simplement pour vous expliquer que ce que je vais vous présenter, c'est une expérience locale, mais c'est aussi une étude comparative mondiale, puisque nous avons depuis 20 ans un réseau d'une centaine d'hôpitaux dans le monde qui travaillent sur la transformation des systèmes de santé et sur l'introduction des innovations dans le monde de la santé. Je ne pense pas que vous ayez de questions à ce point-là, donc sauf s'il y en a une brûlante, je vais peut-être faire rapidement la présentation, puis ensuite on va répondre et interagir ensemble, puisque c'est aussi pour ça que je suis très intéressé d'être avec vous, parce que ce n'est pas une conférence plénière, c'est vraiment des interactions
Et vous allez voir qu'on peut discuter les 3 points que je vais vous aborder de façon extensive après la présentation. Alors, Nathalie m'a demandé d'aborder 3 éléments. Premièrement, la transformation des systèmes de santé et leur implication au niveau des établissements ou des réseaux coordonnés de soins. Le deuxième, c'est comment préparer les équipes pour que cette innovation puisse prendre place rapidement et donc avoir une mobilisation des acteurs et une agilité. Nous, on utilise le terme agilité, mais ça équivaut à flexibilité ou adaptabilité de nos équipes. Le troisième, c'est comment mesurons-nous les impacts de ces transformations pour améliorer notre performance, puisque une innovation n'a de valeur que si elle améliore l'existant. Sans ça, c'est juste de l'innovation pour un effet de mode ou pour un effet simplement de s'intéresser à changer les choses. Le premier élément, la transformation des systèmes de santé, c'est quelque chose qui se fait dans le monde entier en permanence. Là, je voudrais juste m'arrêter peut-être un instant pour bien préciser ces 2 éléments. C'est quelque chose qui se fait dans le monde entier, y compris la France, en permanence. Beaucoup de gens qui ne sont pas dans le secteur de la santé pensent que nous sommes un secteur rigide, difficile à se transformer et à s'adapter à son environnement. C'est en fait tout le contraire, sauf que ça n'est pas visible de l'extérieur ou suffisamment communiqué à l'extérieur pour que les autres secteurs puissent s'en rendre compte. Je vous donne un exemple. En permanence, nous réinventons et améliorons les soins. C'est-à-dire que si vous analysez aujourd'hui les soins prodigués dans un établissement, quel qu'il soit, et si vous les compariez à ce qu'on faisait il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, vous comprendriez immédiatement que la transformation est permanente. Chaque jour, on introduit de nouvelles technologies, qu'elles soient biomédicales, qu'elles soient des technologies de l'information, et chaque jour, nos équipes transforment leur façon de faire. Cet élément est important parce que lorsqu'on va parler de flexibilité ou de mobilisation, il ne faut pas penser que nous partons d'une plateforme rigide, nous nous transformons et nous allons à nouveau à une plateforme rigide. Nous sommes en permanence en train de nous transformer. Bien sûr, ce n'est pas tous les secteurs qui se transforment en même temps, pas toutes les équipes qui innovent en même temps, ce qui veut dire que nous avons besoin d'adapter en termes d'organisation les réalités en fonction de ces changements perpétuels. En fait, ces transformations peuvent se faire à 3 niveaux. D'abord, au niveau micro, qui est celui de l'établissement, donc de l'hôpital, ou d'une équipe de l'hôpital, d'un secteur de l'hôpital, et qui vont être souvent à l'origine initiés par des équipes ou par une direction. Puis vous qui êtes en France, dans le réseau mondial que nous avons, prenez des CHU comme Lille, comme Lyon, comme Nantes, comme Marseille, comme Toulouse, comme la PHP, etc. Par exemple Robert Debré ou Necker, vous voyez qu'ils sont toujours en mouvement à leur niveau et ils innovent en permanence. Au niveau méso, c'est plutôt au niveau des réseaux de soins coordonnés, au niveau d'une région. En France, vous avez les ARS, et ici nous avons des équivalents qui sont des réseaux universitaires et de soins qui intègrent l'innovation
sur ce qu'on appelle des réseaux apprenants. Et puis au niveau macro, donc au niveau du pays, le Québec considère que c'est un pays lui-même, non pas par tendance politique ou autre, mais parce que le système de santé québécois, comme les autres systèmes des autres provinces, est essentiellement provincial en termes de financement et en termes de modèle d'organisation. Le fédéral, c'est-à-dire le national au niveau du Canada, intervient que dans 15% à 18% des décisions des différents systèmes de santé au niveau provincial. Donc pour nous, le macro, c'est plus la direction du ministère de la Santé au niveau provincial qu'au niveau fédéral, bien qu'on écoute aussi ces transformations et que quand le provincial décide de quelque chose ou investit de l'argent pour transformer le système, on est toujours aussi au courant pour pouvoir avoir de l'argent de ce côté-là. Ces transformations sont en fait guidées par 3 moteurs de changement. Le premier moteur de changement au niveau macro, c'est le gouvernement, c'est-à-dire les instances politiques, et le ministère, c'est-à-dire les instances administratives. Comme il y a très peu de privés, 98% de ce qui se fait comme changement au niveau du Québec se fait par le gouvernement et le ministère. Donc le gouvernement décide des orientations, le ministère instrumente ou organise ces transformations. Pour le ministère et pour le gouvernement, les 2 moteurs de changement sont 1, les financements, 2, la réglementation. Donc on doit s'adapter au niveau du système de santé, que ce soit les réseaux coordonnés ou les établissements, dans une vision à la fois financière et réglementaire de transformation. L'innovation au niveau du ministère est un élément relativement nouveau, avec création d'un bureau de l'innovation, mais qui pour l'instant reste relativement limité au niveau du Québec, mais également des autres provinces, à l'exception peut-être de l'Ontario qui est un peu plus avancé, mais à peine. L'innovation se fait plus au niveau des réseaux coordonnés et au niveau des établissements, donc elle vient du terrain. Ce point est important parce que dans le rapport qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire du terrain vers le central, ou top-down, c'est-à-dire du central vers le terrain, la discussion est parfois difficile sur l'innovation parce que l'innovation est plus liée au terrain que liée au ministère ou au gouvernement. Ce n'est pas le cas en Angleterre, par exemple, où le gouvernement incite beaucoup les établissements à innover pour créer de la valeur et ensuite exporter ou vendre cette valeur. Ce n'est pas non plus le cas dans les pays nordiques. C'est variable au niveau français. Ça l'est complètement différent en Chine ou complètement différent aux États-Unis que ce que nous avons nous. Mais là, je vous parle de l'expérience au niveau québécoise. En revanche, dans l'innovation, nous venons d'investir l'équivalent de 10 milliards de dollars pour rénover et moderniser nos établissements. Pour le CHUM et le CHU Sainte-Justine, c'est une enveloppe de 5,5 milliards qui a été investie et qui a permis de construire de nouveaux hôpitaux complètement innovants dans les façons de faire, aussi bien dans le cadre de la gestion de l'hôpital, qui est totalement informatisé et robotisé, que dans le cadre des nouvelles technologies, des soins, etc. Donc c'est un investissement qui a transformé de façon majeure, à travers l'innovation, les établissements, et ce, avec le financement du ministère. Donc c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Moi, je vous parle de l'innovation continue de transformation, qui est plus terrain, mais là, le gouvernement vient d'investir 10 milliards de dollars pour moderniser ces établissements. 10 milliards de dollars, c'est beaucoup, et pour nous, 5,5 milliards, c'est un équivalent de 1 milliard de nouvelles technologies qui sont dans nos hôpitaux
allant de l'intelligence artificielle, des technologies biomédicales, des technologies de communication, des systèmes d'apprentissage nouveaux, de recherche nouvelle, etc., qui ont été mis à disposition de nos équipes. Je vous dis ça parce que, associé à ces 10 milliards, c'est un choc culturel majeur qui va être au niveau de nos équipes pour s'adapter à ces nouveaux environnements. Et je vais venir au deuxième point qui va être la mobilisation. Le dernier élément de l'environnement, c'est que, indépendamment du ministère de la Santé et du gouvernement que je vous ai décrit tout à l'heure, nous sommes aussi inspirés par le ministère de l'Enseignement supérieur et par le ministère du Développement économique qui travaille avec nous pour innover et créer de la richesse, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique ou qu'elle soit financière, au niveau de nos établissements. Donc on a un autre élément moteur central, qui sont ces deux autres ministères, qui vient en renfort du ministère de la Santé, qui lui est plus axé sur les soins. Donc l'environnement actuel est un environnement qui favorise pas obligatoirement au niveau celui de la santé l'innovation, mais nous avons un environnement global qui, lui, nous donne des moteurs de changement permanents et d'accélération. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'Université de Montréal vient d'investir 200 millions dans l'intelligence artificielle qui va nous permettre de transformer nos façons de faire. Un autre exemple, le ministère de l'Économie a investi 100 millions aussi sur les technologies et la possibilité de créer des nouveaux pôles de recherche et développement sur nos hôpitaux pour créer des entreprises, que ce soit des petites entreprises ou que ce soit des grandes entreprises. Donc, le premier point, qui est la transformation permanente de notre système de santé et de soins, est un phénomène mondial, pas obligatoirement guidé par les gouvernements et les ministères, mais parfois c'est le cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme l'Angleterre, comme la Chine, etc., mais qui est très souvent l'idée par le terrain, par les établissements. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là, ou vous préférez que je vous fasse les 3 points, puis ensuite qu'on regarde ensemble les questions? Nathalie, t'es où là? Je suis là. Les 3 points, je pense. Ouais. C'est mieux, continuer comme ça. C'est très bien. Parfait. Alors, le deuxième élément, c'est pour que nous puissions adapter nos organisations à ces immenses changements. Je ne parle pas des changements continus, qui sont depuis toujours dans la culture, mais ces changements majeurs, et en particulier tout ce que les technologies dites de rupture ou les innovations dites de rupture apportent, il faut que nous ayons une transformation de nos façons de faire et de la culture de nos organisations. Alors, première chose, quand j'arrive dans une entreprise, quelle qu'elle soit, puis je pense que c'est la même chose pour vous, le premier élément que je regarde, c'est la mission. Quelle est la mission de cette entreprise ? Aussi bien vendre des boulons que soigner des patients, que créer des produits alimentaires ou autres. On regarde d'abord la mission. La mission dans nos 2 établissements est très claire. C'est pour Sainte-Justine, qui est donc le mère-enfant, améliorer la santé des mères et des enfants du Québec. Et pour le CHUM, c'est améliorer la santé de la population adulte du Québec. Cette mission, quand on la lit, la première chose qu'elle dit, et ça c'est un élément majeur pour la compréhension de ce que je suis en train de vous présenter, c'est améliorer la santé, et non plus comme autrefois, guérir les maladies. Cette notion de améliorer la santé nous impose immédiatement de concevoir l'ensemble de la trajectoire de vie de la population, de chaque individu,
et non pas uniquement le circuit de soins à l'intérieur de l'établissement. Ça veut donc dire que nous devons considérer qu'un patient qui vient dans l'hôpital, nous devons aussi intégrer ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, pour que on prévienne les maladies, on les détecte, on traite les maladies, on restaure la santé et on maintient l'état de bonne santé. C'est une révolution en soi, ça s'appelle la santé personnalisée. Autrefois, nous avions la guérison des maladies. Aujourd'hui, nos établissements doivent faire face à la santé de la population, ce qui veut dire d'emblée qu'au-delà de la mobilisation de nos acteurs, nous devons travailler en transsectoriel avec tous les secteurs actuels existants dans un pays, c'est-à-dire l'éducation, l'urbanisme, le socio-économique, le municipal, le communautaire, etc. Donc vous voyez que là encore, nous devons sortir de notre zone de confort habituelle et aller vers une vision plus globale de la santé. Donc, première chose que j'analyse, c'est la mission. Quand j'ai vu la mission, je me suis dit, le problème, c'est que nous sommes un hôpital et on nous demande d'améliorer la santé. Or, un hôpital n'améliore pas la santé. Vous savez même que dans certains cas, l'hôpital est capable de la détériorer avec les infections nosocomiales, etc. Donc, de base, améliorer la santé veut dire que nous changeons notre scope de vision. La mission étant améliorer la santé, la vision, son scope s'élargit pour aller avant et après l'hôpital et travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Là aussi, il faut que nous transformions la culture de notre organisation et des personnes qui travaillent dedans. Le deuxième élément, c'est donc la vision dont le scope dépend de la mission. Si la vision est d'améliorer la guérison d'un patient ayant une maladie cardiaque dans les locaux que nous avons, elle est assez étroite. Si c'est améliorer la santé de la population d'une province grande comme le Québec, elle est extrêmement large. Donc nos directions, nos équipes, l'ensemble de nos acteurs vont travailler sur un scope de vision complètement différent. Troisième élément, c'est la culture de l'organisation. Parce que si on dit par exemple, nous sommes une société de services, mais que les employés et l'ensemble des acteurs qui sont à l'intérieur de cette organisation n'a aucune idée de ce qu'est un service, on n'y arrivera jamais à le faire fonctionner. Donc la culture de l'organisation, c'est la culture des employés ou de tous les intervenants à l'intérieur de l'organisation qui est capable ou non de réaliser la vision. Saint-Justine a une vision et une culture parfaitement alignées. Le CHUM, c'est 3 hôpitaux qui se sont réunis dans un nouvel hôpital, un peu comme Georges Pompidou à Paris, avec des cultures différentes, mais pas obligatoirement cette culture qui soutienne la vision, et en plus c'est 3 cultures différentes. Donc actuellement nous travaillons beaucoup sur la culture afin d'amener la flexibilisation ou l'adaptabilité, etc. Parce qu'il faut, pour que nous soyons capables de convaincre les gens de changer de culture, que la vision, la mission et la culture soient alignées. Si elles ne sont pas alignées, on n'y arrivera pas et on ne pourra pas transformer l'organisation pour pouvoir l'adapter, réaliser la vision pour atteindre la mission. Donc la culture est un élément sur lequel nous travaillons beaucoup, qui est l'élément avant l'utilisation des méthodes de transformation des humains pour pouvoir ensuite atteindre ce niveau d'agilité dont on parlait. Pour ça, nous avons des outils sur la culture qui sont des outils diagnostiques que nous regardons et que nous analysons en temps réel avec nos équipes pour mesurer leur degré de réponse à la mission.
façon simple, nous posons une question à chaque membre de chaque équipe. Donc, vous voyez qu'il y a quand même 21 000 personnes, ce qui n'est pas peu. Et donc, on délègue au niveau de nos différentes ressources, en particulier les ressources humaines. On a des sociologues, des psychologues et des anthropologues d'entreprise pour regarder comment est cette culture dans notre milieu. Globalement, on pose 3 questions. Enfin, on pose une question. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie ? À chaque personne, soit au niveau de l'embauche, soit dans les évaluations que nous faisons de façon répétée. Nous avons 3 types de réponses. Ceux qui disent « moi j'aime bien faire un travail de qualité, quand j'arrive le matin et quand je pars le soir, je veux être satisfait de ce que j'ai à faire et de l'avoir fait à la fin de la journée. » Et ces gens-là sont malheureux quand ils n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils voulaient faire dans la journée. Pour nous, ce sont le type de profil que nous mettons dans nos lignes de production pour assurer la meilleure qualité des soins, pour assurer la meilleure sécurité des patients et pour assurer la meilleure performance d'équipe. C'est ce qu'on appelle les gens qui sont orientés vers l'excellence dans la réalisation de la tâche. On a une deuxième type de réponse qui est moi ce que j'aime, c'est que le patient soit bien traité, que son circuit avant, pendant et après le séjour dans l'hôpital soit le meilleur possible. C'est ce que nous avons pour accompagner nos trajectoires de soins. Donc on les met dans ce qu'on appelle la coordination des soins. Ce sont les meilleurs avocats des patients par rapport à l'utilisation de nos ressources. Et puis il y a un troisième type de réponse qui est moi ce que j'aime, c'est toujours chercher quelque chose de nouveau pour aller encore plus loin, pour faire encore mieux et de façon permanente. Et ça, c'est ce qu'on utilise dans ce qu'on appelle nos innovants. Donc notre cellule, notre groupe d'innovation qui cherche en permanence, avec nos systèmes de veille mondiaux qu'on a, toute innovation qui nous permettrait de mieux produire ou de mieux accompagner les patients. Une fois que nous avons bien analysé cette culture, vous comprenez bien que ce sont des proportions de gens qui vont être plus ou moins innovants, plus ou moins production, plus ou moins coordonnant l'ensemble. Mais initialement, quand je suis arrivé, ils appartenaient tous à la même équipe et on avait beaucoup de frustration dans le sens où les gens innovants dans une équipe non innovante ne pouvaient pas s'exprimer. Trop de gens innovants dans une équipe de production, les gens ne pouvaient plus travailler parce que ça changeait tout le temps. Et les gens qui étaient à l'écoute des patients mais qui n'écoutaient pas les équipes étaient mal perçus parce qu'elles étaient en décalage. Donc nous avons transformé notre modèle structurel après avoir transformé le modèle culturel qui était donc donner à chacun la possibilité de s'exprimer dans ce qu'il aime faire et qui n'était pas obligatoirement le cas avant. On a donc introduit ce qu'on appelle la structure organisationnelle d'une entreprise organique. On appelle entreprise organique une entreprise flexible. Si vous allez sur Internet, vous allez voir Organic Enterprise et vous verrez ce qu'est une entreprise organique. C'est une entreprise capable en permanence de s'adapter aux besoins à la fois de ses clients et en même temps de ses équipes. On s'est inspiré du modèle qui a été décrit par Henry H. Mintzberg de l'université McGill, qui est l'université concurrente de la nôtre, mais on travaille ensemble. Et on a transformé notre établissement pour en faire une entreprise organique, c'est-à-dire nous avons aplati la hiérarchie. Moi, je suis le président et le directeur général, mais en fait, je suis là pour faciliter et aider les équipes à réaliser ce qu'elles veulent réaliser. Parfois, je peux insuffler une idée, mais la plupart du temps, les idées me viennent du terrain. Et mon rôle, ainsi que celui de tous les gestionnaires,
est de transformer et de créer l'environnement structurel adapté aux besoins du terrain pour que le terrain puisse réaliser. Donc dans ça, on a aplati notre organisation hiérarchique et on a introduit cette notion d'entreprise organique dont le mode de réalisation s'est basé sur des méthodes qui sont des méthodes connues de tous, gestion des processus, interdépendance des processus et gestion de l'organisation par les processus qui aboutit ensuite à une prise de décision de l'organisation sur un mode d'entreprise organique éclairé par ce que le terrain dit en permanence et ce que l'environnement sur nos systèmes de veille permanents nous dit qu'il faut faire pour nous transformer. Donc par exemple actuellement, nous analysons en temps réel et en continu toute information, qu'elle soit blanche, qu'elle soit grise ou qu'elle soit noire, qui nous permettent de transformer immédiatement notre organisation. Je vous donne un exemple concret. Ce matin, je reçois un email, on me dit « Est-ce que tu veux faire un hub d'innovation technologique au CHUM parce que tu en as un à Sainte-Justine et est-ce que tu veux le mettre et on peut le faire la semaine prochaine ?» J'ai répondu immédiatement « Oui, viens me voir, on le crée tout de suite. » J'ai déjà demandé à mes équipes et nous sommes en train de le mettre en place alors que c'est ce matin que que j'ai eu cette proposition. Pareil pour formation grise ou noire qui m'arrive. Alors les blanches, c'est celles que vous avez accès partout. Les grises, c'est celles que vous avez dans des communautés de pratiques un peu spécialisées. Et les noires, c'est celles qui sont la plupart du temps cherchées lorsque vous allez chercher au niveau politique, au niveau universitaire ou au niveau mondial une information qui n'est pas ni publique, ni même dans les communautés actuelles. Donc cette transformation organisationnelle se fait pour s'adapter à n'importe quelle innovation, quelle qu'en soit la source, de façon rapide, en utilisant la gestion des processus sur les 3 niveaux que je vous ai décrits et le modèle de Mintzberg. Pour transformer la culture et transformer la structure, on a créé une école de gestion contextualisée qui nous permet d'aider l'ensemble des propriétaires de projets d'innovation quels qu'ils soient par des enseignants, des chercheurs ou des partenaires de tout niveau connectés à notre école de gestion contextualisée. On appelle contextualisée parce qu'on n'enseigne pas dans des amphithéâtres, on enseigne sur le terrain quand le projet se met en place. Admettons que dans le projet, vous ayez un problème d'informatisation de processus ou d'implantation d'une méthode de résolution de conflits. On va venir vous l'enseigner au moment où vous en avez besoin et non pas dans un amphithéâtre en dehors du contexte, parce qu'il y a très peu de chances que vous ayez besoin de ça en rentrant dans votre organisation au moment où vous y rentrez. Et si vous en avez besoin 1 ou 2 ans après, vous avez complètement oublié ce qui a été enseigné dans l'amphithéâtre. Donc on le fait de façon continue en utilisant des méthodes également de communautés virtuelles qui nous permettent de s'inspirer les uns les autres de solutions qu'on a mis en place entre nous. Juste, docteur Brunet, j'ai une question. Est-ce que cette école de gestion contextualisée, est-ce que tout le monde peut y accéder ? Est-ce que les 3 profils dont vous avez parlé y ont accès ou c'est plutôt les profils innovants ? Tout le monde peut y avoir accès à n'importe quel moment. Le profil innovant ne veut pas dire que les productions ne sont pas innovantes ou que la coordination n'est pas innovante. L'ensemble des 3 pôles travaillent en permanence et s'échangent en permanence. Donc il y a aussi des gens innovants dans la production, il y a aussi des gens de production dans l'innovation, il y a aussi des gens de production ou d'innovation dans la coordination, et la coordination y est aussi permanente. Dernier point, quand je vous disais tout à l'heure que l'innovation pouvait venir du gouvernement ou du ministère, elle peut bien sûr venir, comme je vous l'ai décrit, des organisations et des réseaux d'universités, mais elle peut aussi venir des patients et des citoyens. Donc nous avons, depuis maintenant 5 ans, inclus les patients et les citoyens comme outils de transformation ou méthode de transformation, en les faisant participer à tous les niveaux décisionnels de l'organisation, y compris le conseil d'administration, les comités de direction,
mais également la sélection, par exemple, d'un directeur ou d'un gestionnaire. Il y a toujours un avis des patients et un avis de la population qui est donné. Et un avis qui n'est pas juste un avis alibi, c'est un avis dans lequel on intègre par rapport à nos prises de décision. Donc, deuxième élément pour la mobilisation des acteurs, la mission, la vision, l'identification de la culture, la transformation structurelle, et puis les méthodes pour transformer cette organisation en partant du principe que si nous ne sommes pas agiles et flexibles, nous ne pouvons pas innover et nous ne pouvons pas nous transformer à la vitesse qui est nécessaire. Actuellement, le plus grand choc que nous allons subir dans les 3 à 5 ans qui viennent, c'est les nouveaux métiers liés à l'intelligence artificielle qui touchent l'ensemble de notre production. Et j'ai bien dit l'ensemble de notre production. Actuellement, nos magasiniers, qui sont les gens qui autrefois recevaient les fournitures, les équipements, le matériel, qui les mettaient dans des warehouses, dans des zones de stockage, sur des étagères, etc., aujourd'hui, travaillent avec des robots, travaillent avec l'intelligence artificielle et définissent par géolocalisation et flux tendu quels sont les besoins pour les équipes et comment réapprovisionner en temps réel. Comprenez bien qu'un magasinier d'un établissement public qui travaillait pour mettre des fournitures sur une étagère a dû se transformer en l'espace de quelques mois pour devenir, au niveau de l'ordinateur, un expert dans la gestion des trajectoires des robots et des flux tendus sur nos systèmes qui sont de géolocalisation et de réapprovisionnement permanent. Pareil, notre stérilisation, qu'on appelle maintenant unité de retraitement des dispositifs médicaux, autrefois, c'est des gens qui, avec une brosse sous l'eau, nettoyaient les instruments. Aujourd'hui, tout est piloté par ordinateur, les instruments arrivent, les chariots sont déconditionnés, ils sont ensuite mis dans des machines correspondant au type de désinfection, donc ultrasons, poupinelles, etc., qui eux-mêmes sont pilotés par ordinateur. Puis les chariots sont ensuite reconstitués en fonction des besoins de chacun des chirurgiens ou de chacun des zones d'intervention clinique, selon un protocole qui va automatiser la prise des différents instruments pour les mettre dans un chariot qui va arriver directement apporté par robot sur l'endroit où les soins vont se donner. Vous comprenez bien que celui qui était avant en train de frotter l'instrument est dû devenir maintenant un expert dans les systèmes d'information pour pouvoir réaliser ça. Troisième élément, la mesure de la performance et comment décidons-nous nos indicateurs pour nous assurer que l'innovation apporte bien une amélioration de la performance. Alors, première chose, la performance d'une organisation ne peut se définir. Si tu veux, Nathalie, que j'arrête là, tu me dis, parce que je te vois en train de faire des figures. Là. C'est juste qu'il y a quelques questions, ça commence à venir, donc voilà, mais... Le troisième point intéressant. Il y a le troisième point, et puis après, on fera des questions. Ok. Donc, le troisième point, c'est que c'est bien beau d'innover, mais il faut être sûr que nous améliorons notre performance. Et pour nous, par rapport à notre mission, à la fin, nous ayons bien une amélioration mesurable de la santé de la population par rapport à l'ensemble de nos actions. Là, il faut bien comprendre que les CHU sont des organisations très complexes dans le sens où il y a une intégration des soins, de l'enseignement, de la recherche, de la gestion, pour que, en permanence, l'innovation puisse être appliquée le plus rapidement possible et servir la mission, c'est-à-dire améliorer la santé de la population à travers les actions. Donc les indicateurs que nous avons sont des indicateurs multiples, aussi bien en termes de soins
aussi bien d'enseignement, de recherche, de gestion, et l'ensemble sont agrégés pour pouvoir prendre des décisions dans ce type d'entreprise organique dont je vous parle par l'organisation pour privilégier, prioriser certaines des actions. Pour ça, nous utilisons ce qu'on appelle des tableaux de bord balancés qui vont indiquer au niveau de chaque étage de l'organisation, chaque niveau de l'organisation, en partant du terrain jusqu'en haut, tous les éléments de performance qui vont être ensuite discutés dans ce qu'on appelle un balancement, d'où le terme de tableau de bord balancé, pour dire nous priorisons telle chose ou nous priorisons telle chose. Un exemple, si nous disons nous voulons investir sur les urgences, améliorer la performance au niveau des urgences, nous allons attirer plus de patients provenant des urgences. Parce que notre réputation va s'améliorer au niveau des urgences et notre délai de prise en charge, la qualité des soins, va être un élément attractif de clientèle. À ce moment-là, dans une entreprise qui a, comme la nôtre, une capacité donnée, qui n'est pas extensible, ce flux urgence va rentrer en compétition avec un autre flux qui est le flux qu'on appelle programmé, c'est-à-dire un patient est programmé pour être opéré telle journée de telle semaine avec tel type d'intervention par tel type de chirurgien. Si le flux venant des urgences va venir en compétition avec ce flux programmé, il va falloir faire un choix. Les tableaux de bord balancés mesurent en permanence, avec des indicateurs, comment nous allons gérer nos flux. Ces flux sont donc analysés en temps réel, mais aussi sont anticipés. On sait par exemple que dans telle ou telle période de l'année, il va y avoir plus de grippe ou plus de bronchiolite chez les enfants. Il va y avoir plus de besoins au niveau trauma. Par exemple, l'été, les barbecues qui explosent, les traumatismes liés au sport de montagne, etc. Donc dans ces cas-là, nous ralentissons le flux électif ou nous le réorientons vers d'autres ressources. Donc nos tableaux de bord balancés nous permettent tout le temps de savoir où nous en sommes dans nos priorités. Admettons que nous disions nous voulons investir sur de la recherche. On va investir, mettons, je sais pas moi, 10 millions sur nos nouveaux systèmes d'information sur la recherche. À ce moment-là, nous allons mesurer l'impact sur la recherche immédiate, puis anticipée, pour savoir si ces 10 millions vont nous permettre d'améliorer notre performance. Parce que c'est pas de la recherche pour la recherche, c'est pas de l'enseignement pour l'enseignement, c'est toujours pour améliorer et mieux répondre à notre mission qui est améliorer la santé de la population. Donc on a un indicateur sur la recherche qui regarde quel est l'impact sur la population. Si on dit par exemple, on va privilégier de la recherche sur les leucémies, il faut que nous soyons sûrs que derrière, dans un délai donné, nous avons une amélioration de la survie ou de la qualité de vie des patients atteints de leucémie. On a les mêmes indicateurs sur la performance financière, sur la performance de ressources humaines, sur la satisfaction des patients, sur la qualité des soins, sur la sécurité, sur le taux d'infection nosocomiale. Donc tout ça, ce sont des grands tableaux de bord qui sont maintenus à jour en permanence et qui nous permettent de prendre des décisions sur une mesure permanente de ces indicateurs et une priorisation que nous faisons. À n'importe quel moment, on peut dire on privilégie autre chose et à ce moment-là, on peut anticiper quel va être l'impact. Admettons qu'on dise je veux prendre plus de ressources humaines pour développer l'enseignement, je vais augmenter mon nombre d'infirmières de 200 ou 300 de plus pour pouvoir avoir 15% de temps protégé, ça va me coûter tant. Est-ce que cet argent va va avoir un retour sur investissement sur la production académique ou sur la qualité des soins ou pas? Donc la prise de décision est éclairée en permanence par ces tableaux de bord de performance dont les indicateurs sont rentrés en temps réel par ce qu'on appelle à tous les niveaux de l'organisation des salles de pilotage qui sont donc des salles dans lesquelles chaque équipe met ses indicateurs et met ses objectifs. Pour ça, on utilise
du Kaizen, du Design Thinking et du Teamwork Training pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble. Voilà comment nous gérons nos organisations de soins et de santé. Et ce que je vous décris là, c'est à travers le monde, c'est pas uniquement au Québec. Ceci étant, nous ne sommes pas tous au même degré d'avancement. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci. Vous avez une question ? Oui, je voulais dire déjà que c'est ce que vous avez dit vraiment très éclairant, Carole Serapican, Université de Rennes et ministère d'enseignement supérieur. Parce qu'on met formation à la place de soins et apprenant à la place de patients et on a notre feuille de route, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Je trouve que c'est extra, enfin, je trouve ça extraordinaire. Je sais pas en termes Vraiment, de je trouve ça hyper éclairant. Mais voilà, il y a une question. Donc, première question, c'est est-ce que votre démarche a été documentée quelque part ? C'est-à-dire, est-ce qu'au-delà de ce que vous venez de nous dire, on peut creuser un petit peu ce système en fait, autour de l'analyse d'une mission première qui est vraiment... Parce que et l'évolution de notre mission est exactement du même ordre que la vôtre. Nous, on était fait pour que les gens aient des examens et on nous demande de faire en sorte que nos étudiants réussissent dans leur projet. Donc on est à peu près sur le même type de transformation à conduire. Donc première question. Deuxième question, est-ce que comment feriez-vous si on vous demandait de mener cette transformation ? J'ai bien compris tout ce qui était equalizer là, de données là, et de balance de tableau de bord. Mais si on vous dit de faire à moyen constant, comment vous y prendriez ? Et feriez-vous la même chose ? Et la troisième question, c'est comment, à l'hôpital, avez-vous réussi à ce que les disciplines médicales, qui ont quand même une furieuse tendance, en tout cas en France, à pas beaucoup se parler, puissent considérer la trajectoire du médecin et du patient, et donc la santé du patient dans son ensemble, et pas seulement comme une succession de mots, qui concernent un organe, puis un autre, puis un troisième, comme on a souvent tendance à le voir en France. Comment avez-vous joué la transversalité dans le suivi du patient ? Parce que nous, on a la même chose en termes de suivi de l'étudiant. C'est pour ça que je pose cette question. Bon, pour la première question, la transformation d'un hôpital mécaniste en un hôpital organique, je l'avais écrit et publié dans Transversus, qui est une revue française sur la gestion des processus. Sur l'ensemble de la transformation globale de l'innovation en santé, on a écrit un livre, je dis bien on parce qu'on est plusieurs auteurs à l'intérieur, c'est un guide de transformation et d'innovation en santé qui est publié par la maison d'édition de Sainte-Justine. Et actuellement, nous sommes en train de faire la deuxième version, la première étant il y a 2 ans. Donc vous voyez, elle est quand même assez récente et elle explique, sauf les nouveaux systèmes de veille technologique et l'intelligence artificielle qui était à peine abordée à l'époque, mais elle décrit à peu près la même chose. Donc celui-là, vous pouvez voir sur maison d'édition Sainte-Justine, innovation en santé, réfléchir et agir. Sur la deuxième question qui est c'est pas la transversalité, la deuxième c'était quoi que vous m'avez demandé ? C'était les moyens constants. Les moyens constants. Mais les moyens ne sont pas un problème, les moyens. En fait, comme je viens de vous décrire tout à l'heure, c'est que nous avons simplement réorganisé les postes en fonction des intérêts des gens. C'est-à-dire qu'on n'a pas recruté des nouvelles personnes. On a utilisé les gens qui étaient là, mais qui n'étaient pas obligatoirement heureux dans ce qu'ils faisaient. Puis ça, c'est ce que j'avais fait aussi en France, quand j'avais dirigé des services d'urgence en France, à Cochin, et puis à l'Hôtel-Dieu, Saint-Vincent-de-Paul, et à un moment à la Pitié. Salpêtrière, c'était la même chose. On repense simplement on écoute ce que les gens veulent faire. Parce que la plupart du temps, on a des gens qui sont dans des postes où ils sont pas contents. Mais si on les met dans un autre poste à côté qui correspond mieux à ce qu'ils veulent faire, non seulement ils sont contents, mais ils s'expriment beaucoup mieux. Donc c'est les moyens, nous n'avons, quand je dis on a investi 5,5 milliards de dollars, c'est dans l'infrastructure. La transformation organisationnelle,
elle s'est faite avec les ressources existantes. Simplement, on les a réorientées vers des métiers qu'elles aimaient mieux faire. Puis effectivement, l'école de gestion contextualisée de santé nous a quasiment rien coûté, puisque ce sont nos équipes qui enseignent nos équipes, avec quelques professeurs des universités, mais eux-mêmes le font à prix universitaire, donc à prix public. Donc et puis ils font de la recherche dedans, c'est financé à droite et à gauche. Donc ça n'a pas été un investissement d'argent ou de ressources humaines majeures. C'est un redéploiement à l'intérieur d'une structure. Évidemment, si vous êtes en situation de pénurie dans une organisation, ce que je vous décris ne pourra pas marcher parce que vous ne pouvez pas faire ce jeu de transformation des postes si vous n'en avez pas assez. Donc là, dans ces cas-là, il faut analyser si vous avez suffisamment de ressources. Mais si vous avez suffisamment de ressources, ce qui était le cas ici, c'est juste de les réorganiser. Le troisième élément, celui de la trajectoire, c'est un changement au niveau médical, culturel, mais c'est un changement que j'ai fait aussi en Ontario et que j'ai fait aussi en France. Donc c'est pas impossible à réaliser, c'est simplement de réorienter les priorités vis-à-vis des besoins du patient et pas obligatoirement vis-à-vis du besoin du médecin ou du soignant. Et là, la notion de patient partenaire, ce que nous utilisons, c'est des patients traceurs. Donc par exemple, on prend un patient qui a attendu aux urgences de façon indue parce qu'il attendait une consultation de gastro-entérologie et celle-ci n'était pas disponible. On rapporte ce genre de situation, voire même on confronte le patient avec les médecins et les médecins de ce fait disent oui, il faut qu'on change. Donc c'est pas il n'y a pas de solution miracle, c'est simplement une adaptation progressive. Et parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des médecins, c'est bien la plupart, veulent le bien du patient. Donc à partir du moment où ils veulent le bien du patient et on leur explique que c'est maintenant une trajectoire, ils le font. Et ils le font très bien après, et puis ils le font avec leur ingéniosité. Un exemple concret, j'ai un cardiologue, actuellement nous sommes en train de mettre en place une très grosse plateforme de suivi de la trajectoire de soins et de santé pour l'ensemble du Québec, avec de l'intelligence artificielle pour analyser les données massives, etc. Un cardiologue est venu me voir, il m'a dit, voilà, j'ai un projet pour mieux soigner mes patients en clinique d'insuffisance cardiaque chronique. Voilà ce que je veux faire, voilà les financements, voilà les machins, etc. Il y a 2 ans ou 3 ans, il n'aurait jamais pensé à ça, il serait resté dans sa clinique, et puis il aurait dit, ils viennent, ils partent, puis avant et après, je m'en fous. Mais là, maintenant, ils sont sensibilisés. Et c'est vrai partout, ça. C'est simplement de réorienter vers le patient, non pas en le mettant au centre, parce que tout le monde a dit depuis toujours, la médecine, c'est un contrat entre un médecin et un patient, donc de base, il a toujours été au centre. Mais là, c'est autre chose, c'est de réfléchir sur la santé. Et si on réfléchit sur la santé, il faut aller en amont et aller en aval. Et ça marche. Il y a une autre question là. J'ai juste une question sur les postes. Est-ce que vous avez été obligé de réadapter des postes, de changer les contours ou changer juste les personnes de place? Comment ça se passe concrètement? Parce que ça veut dire qu'il y a de la formation derrière, ça veut dire que... Il y a la formation, oui, je vous ai dit, c'est de l'école de gestion contextualisée. Donc on enseigne au fur et à mesure de la transformation de façon continue. Quant aux postes, certains ont été redessinés, d'autres non. Mais la fonction dans le poste a changé. Par exemple, quand nous avions un gestionnaire terrain qui avait une vision assez hiérarchique et faisait telle ou telle chose, comme par exemple organiser les rotations, les présences, etc., qui est un travail à valeur ajoutée nul. On l'a doté d'autres éléments pour faire ça, et lui, il a dégagé du temps pour mieux interagir avec ses équipes, faciliter dans les salles de pilotage leur expression, leur épanouissement. On a donc redessiné, non pas tellement redéfini les contours, mais redéfini ce qu'il y a dedans le poste. C'est-à-dire qu'on a peu changé les postes. Il n'y a pas de
de postes qui ont été créés. C'est les affectations qui sont différentes, les missions qui sont différentes à l'intérieur du poste. C'est clair? Vous avez une autre question ici? Oui, bonjour. J'avais une question sur toute la partie tableau de bord. À peu près, est-ce que vous êtes capable de nous dire à combien de temps de travail ça correspond? Parce qu'on a bien vu qu'il y en avait à tous les étages. Mais est-ce qu'en quantité de travail, ça représente quoi sur aux différents étages? Peut-être ça peut être différent, je ne sais pas. Mais pour nous aider à mettre en œuvre ou à gérer au quotidien. Admettons qu'une fois que les indicateurs sont choisis, etc., mais à les documenter et à les analyser, puisqu'il faut à la fois les deux, les saisir et puis prendre le temps de regarder ce qui se passe. La saisie, c'est à peu près 5 minutes par jour en équipe pluriprofessionnelle. Donc les salles de pilotage fonctionnent 5 à 10 minutes. Après l'analyse, c'est variable. C'est variable si vous êtes en période continue ou en période de changement. C'est-à-dire que selon la transformation que vous devez faire, les actions vont être d'ampleur variable. Mais par exemple, tous les matins, les équipes se réunissent dans les salles de pilotage et nous avons des équipes transversales d'audit qui contrôlent et qui vont ce qu'on appelle évaluer la qualité, la performance de façon continue, qui elles passent à peu près 2 fois par mois pour auditer l'ensemble. 1 à 2 fois par mois, ça dépend. Après, le temps passé par le gestionnaire pour augmenter sa performance, c'est variable en fonction des besoins. C'est ce que par exemple, on va dire, admettons comme exemple, que vous ayez au niveau d'un service, par exemple la cardiologie, le gestionnaire va avoir au niveau de son tableau de bord le fait que l'indicateur efficience, c'est-à-dire le budget, est en dépassement. Donc il est devenu rouge, alors qu'il était vert les mois précédents. Donc, recevoir comme information de la part de la direction des finances ce qu'on appelle une analyse interprétative de son budget. Donc il va recevoir des informations qui lui disent ta production a augmenté quantitativement ou qualitativement. Par exemple, tu as eu plus de patients ou plus de patients graves, ou bien ta production n'a pas changé, mais tu as introduit un nouveau traitement avec un médicament plus dispendieux, plus onéreux. Dispendieux, c'est un mot d'ici. Plus cher. Donc, il va recevoir ça, et puis il va regarder avec le terrain, avec sa salle de pilotage, en disant on a ça, comment est-ce qu'on peut compenser? Donc là, ça peut demander plus de temps. Si en revanche, tous ces indicateurs sont verts, ça ne demande pas beaucoup de temps, sauf s'il a envie de transformer quelque chose. Donc ça dépend, vous voyez, le niveau de réponse qu'il a. Et puis, selon la gravité. Par exemple, la néonatologie qui aurait à un moment ou à un autre des infections sur ses cathéters. Donc en termes de qualité, il y a un indicateur rouge qui vient d'arriver, tu as des infections sur cathéter. Donc infection sur cathéter, ça veut dire que soit lors de la pose du cathéter, tu as un risque infectieux, soit dans les manipulations du cathéter. Le cathéter, c'est un petit tuyau qu'on met dans la veine pour administrer des perfusions. Donc là, on va lui dire, il faut peut-être que tu fasses appel à la direction de l'enseignement pour venir reformer tes équipes. Ou bien de voir si, par exemple, c'est pas un problème de lavage de main ou autre. Et c'est la direction de la qualité qui envoie une équipe de renfort pour pouvoir voir par audit si c'est ça qui vient. Donc c'est ça que font le gestionnaire. Donc ça, c'est en permanence adapté aux besoins de l'indicateur qui devient problématique. Je crois qu'on va prendre une dernière question, puisque l'heure tourne, j'en suis consciente. Donc Thierry. Bonjour, donc Thierry Garot, je m'intéresse à la transformation numérique de l'enseignement supérieur, mais aussi au management de la santé, et en particulier dans les hôpitaux où j'avais fait ma thèse. Et je voulais revenir sur le début de votre intervention, voir comment s'était articulée la mission, comment elle avait été définie aussi bien au niveau politique qu'au niveau de direction de l'établissement. Et puis, le deuxième aspect, vous nous avez dit, donc il y a quand même des fonds de transformation assez importants, qui sont certes structurels, mais quel est leur impact dans la capacité des équipes à s'impliquer dans les changements
qui, si j'ai bien compris, sont quand même importants pour eux, même s'ils ont en quelque sorte une garantie d'aller vers un emploi qui est plus en adéquation avec leurs aspirations. Voilà. Quel est l'impact de cette impulsion quand même qui n'est pas loin d'être négligeable sur les fonds structurels de changement? Voilà. C'est une excellente question. En fait, il y a deux éléments. Un premier élément qui est est-ce que vous modernisez une façon de faire ou est-ce que vous la transformez complètement? Ça, c'est à nous de bien cerner le niveau de changement ou la gestion du changement qui va être nécessaire. Si vous êtes simplement dans une modernisation des façons de faire, la gestion du changement, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais elle n'est pas majeure. Si vous êtes dans une transformation complète des façons de faire, comme je vous ai décrit tout à l'heure, là, il y a un accompagnement qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans le cadre de la transformation par exemple, de la stérilisation dont je vous parlais, de la personne qui frottait et qui ensuite doit piloter l'ordinateur. Pareil pour le magasinier, mais je vous parle de celui-là. Nous avons transformé l'équipe en 18 mois avant de le faire rentrer dans les nouvelles façons de faire et dans les nouvelles organisations, accompagné par l'école de gestion et en mesurant au fur et à mesure les degrés d'avancement de l'équipe, en utilisant également des outils pour voir la performance de l'équipe, parce que ce n'est pas que la performance individuelle, il faut que toute l'équipe adhère, donc 18 mois. Lorsqu'on prend Sainte-Justine, par exemple, nous avons travaillé pendant 5 ans pour préparer la transformation organisationnelle. Dans le CHUM, ça a été moins bien fait, parce que c'était 3 hôpitaux, et qu'il fallait en premier faire l'adhésion d'une culture plus ou moins unique avant de préparer la culture de transformation organisationnelle. Donc il y a eu plus de temps passé, à peu près une dizaine d'années, sur la transformation de la culture de 3 à 1, et on n'a mis que 18 mois à 2 ans pour la transformation de la culture pour le nouveau. C'est un peu court, et on a plus de difficultés actuellement, bien que le magasinier soit un exemple du côté CHUM et que ça marche très bien. Mais les premiers mois ont été difficiles parce que nous avons manqué un peu de temps de préparation. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer, c'est du temps. Donc, et puis c'est du temps et c'est de l'accompagnement. On a des équipes de gestion du changement. En fait, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on transforme le modèle organisationnel. À un moment donné, on stoppe cette transformation du modèle organisationnel pour préparer les déménagements et l'arrivée dans le nouveau. Alors cette première phase, elle peut durer de 18 mois au plus court jusqu'à 5 ans. Puis quand on est prêt, le modèle organisationnel qui est calculé par rapport aux nouveaux locaux qu'on a définis nous-mêmes en termes de nouvel environnement, là on travaille dans ce qu'on appelle la transition. Donc on va préparer pour le déménagement et ça dure à peu près 1 an. Puis ensuite, on va déménager et là, on va avoir une phase de turbulence majeure de 3 à 6 mois dans lesquelles nos équipes vont accompagner pour s'assurer de la stabilisation des équipes. On consolide pendant à peu près 12 mois. Une fois que 12 à 18 mois, que la consolidation est faite, on reprend la transformation organisationnelle qu'on avait interrompue et on remet les choses à nouveau pour pouvoir préparer les autres innovations. Donc Sainte-Justine actuellement a déménagé il y a 18 mois. On est en phase de relance de la transformation organisationnelle. Le CHUM a déménagé il y a 7 mois. On est encore en phase de consolidation pour à peu près 8 à 10 ou 12 mois avant de relancer la transformation organisationnelle. Et ça, c'est piloté par ce que vous disiez les sociologues, les psychologues d'entreprise, pour savoir quel est le seuil de tolérance de nos équipes. Et juste sur le rôle du politique, vous avez, vous voyez, en fait, du pouvoir politique. Et du syndicalisme. Le pouvoir politique le pouvoir politique va s'intéresser qu'à l'échec. Si on réussit, il ne va pas tellement intervenir. Ou plus exactement, si on réussit, il va le prendre à son crédit. Si on échoue, on va sauter. Et j'ai pas sauté. Sur le pouvoir républicain, donc je suis encore là.
Sur le pouvoir des syndicats, moi je travaille depuis toujours avec les syndicats, y compris en France, y compris avec Sud Santé et avec la CGT et FO. Et j'ai toujours travaillé avec les syndicats et on a implanté partout, aussi bien en France qu'ici, en Toronto, mais à Toronto ils étaient encore plus gentils qu'ici, et on n'a jamais eu de problème avec les syndicats. On a une alliance sacrée. C'est quand votre prochaine visite en France? On fera voir M. Macron. Je viens aux entretiens Jacques Cartier À Lyon. à Lyon. Et je vais aller, c'est moins sûr, Ça à va être en Bordeaux. Bordeaux, c'est en novembre et l'autre, c'est en octobre. Mais je reste, dans les deux cas, 48 heures. Bon, s'il y a l'université de Bordeaux, l'université de Lyon, ça peut être intéressant. On va devoir arrêter là, parce qu'en fait, il y a aussi un processus de forum ouvert qui est en cours et les personnes ont aussi envie d'aller voir les autres espaces de conversation. Mais merci beaucoup. Merci. de notre invitation. À bientôt.